travailler avec les personnes aveugles, c'est quelque chose d'extraordinairement enrichissant. Le monde des personnes aveugles, surtout qu'elles sont aveugles de naissance, c'est un monde plein. Hein, c'est pas un monde dans lequel naïvement, on verrait du noir. Hein, c'est un monde d'une autre façon d'être au monde qui est fascinante et qui mérite d'être partagée et explorée. C'est pour ça que j'adore travailler avec des personnes aveugles. Parce qu'effectivement, ce monde est un monde qui n'est pas structuré comme le nôtre par des limites, par des bords, par des caches, par l'interposition. C'est le grand principe de la vision. Là, ce n'est pas le cas. Dans un monde qui est essentiellement sonore et tactile, eh bien, il y a une proximité, une genre de confiance, c'est-à-dire ce que j'entends, je m'entends, j'entends les autres, et quelque part, tout le monde s'entend quand il est dans un même lieu. Il n'y a pas ce truc où je vais voir qu'un ne voit pas ce que l'autre voit. Enfin, ces petits jeux n'existent pas. Ni, et c'est assez étonnant, les expressions faciales. Enfin, il y a, bien sûr, c'est des expressions dans le ton, dans la couleur sonore de la voix. Donc, en tout cas, pour réfléchir à la rencontre et réfléchir à l'espace, c'est très intéressant, je pense, de se questionner sur cet espace corporel, sonore, vécu, où on peut être ensemble, hein, mais qui est celui du monde des aveugles. C'est une autre entrée, si je puis dire, vers la question de l'espace qui force à échapper à des espèces de simplification, quoi, de tout ramener à notre prédominance visuelle, quoi. Alors, maintenant, après, ce que j'ai essayé de faire, bien sûr, ça a été de raconter comment, à travers des prothèses, des dispositifs techniques, eh bien, on peut retrouver certaines composantes de cet espace visuel, qui a aussi, bien entendu, son intérêt. Là, je pense que par le regard, ça l'aide par rapport à la proprioception, hein, de gérer son... Parce qu'elle dit qu'elle reconstruit son corps et sa relation, enfin sa maîtrise de ses gestes par la proprioception et probablement aussi par la vision, ou en tout cas que le regard éduque la proprioception et réciproquement. Enfin, donc ça, en tout cas, voilà, c'est une vraie question que d'essayer d'explorer ce rôle de l'ancrage par la vision. Alors maintenant, l'autre point, c'est cette question du monde qui colle aux yeux. Alors, c'est une façon de dire, mais cette expression-là, elle est très ancienne, hein, elle existe chez Berkeley, elle existe... c'est de dire finalement, moi, je reçois des sensations à ma surface. Et finalement, j'ai des stimuli sur ma rétine, comme j'ai des stimuli sur ma peau. Finalement, là, ça peut être le vent ou un contact qui active des cellules sensorielles sur ma peau, ou la lumière qui active des cellules sensorielles sur ma rétine. Mais finalement, l'image, elle est sur ma rétine. Et pourquoi je m'en tiendrais pas à ça, hein? Donc pourquoi je n'aurais pas un rapport simplement tactile avec le monde? Parce qu'effectivement, dans le toucher, je suis là où je perçois. C'est-à-dire qu'il y a une coïncidence spatiale entre mon point de vue, enfin mon point de perception, le doigt qui touche, et la chose touchée, qui sont au même point. Et ça va être la caractéristique du toucher. Bien sûr, même dans le toucher, il y a une séparation, hein. Je ne peux percevoir quelque chose que si je m'en sépare suffisamment. C'est le principe de la caresse. Il faut que je sois dans un mouvement où
je sois toujours en train de me séparer un petit peu de la chose que je touche. Il faut qu'il y ait un écart, en fait, constant. Mais, bon, néanmoins, pour simplifier, on va dire, je suis quand même là où est la chose. Et le propre de la vision, c'est que je perçois l'objet et mon point de vue est dans une position différente, mon point de perception, de la position de l'objet que je perçois. C'est vraiment le sens qui construit la séparation, qui est le sens qui me donne voilà, cet espace. Alors, pour les aveugles aussi, il y a une séparation, bien sûr, dans un monde sonore et qui dépend de leur mouvement. Hein. Donc, cette séparation, je vais l'avoir compris. Si j'ai compris comment, par mes gestes, je me rapproche, je m'éloigne, et donc que je suis dans un espace dans lequel il y a des parcours possibles. Et c'est ça l'espace, c'est l'ensemble de ces parcours possibles. Mais n'empêche que la question que j'ai essayé de poser dans mon exposé, c'est quelles sont les conditions pour que justement cette distance, je la comprenne. Parce que je peux ne pas la comprendre, c'est-à-dire que je peux avoir une autre interprétation et de dire, ah bah tiens, quand je fais ça avec mes yeux, ça fait comme ça change comme ça, etc. Mais cette théorie, en quelque sorte, liant les mouvements de mes yeux au changement à la surface, pourrait être du même genre que celle de mon doigt caressant une forme. Et donc ce serait comme si j'avais le monde, non pas qui me colle aux yeux, mais qui frotte mes yeux. Et donc, pourquoi pas? Et c'est là que j'explique que ce qui est très important, c'est de bien comprendre que la distance, l'espace, ça va apparaître à partir du moment où va jouer un rôle constitutif, la non-réciprocité. C'est-à-dire que je puisse percevoir quelque chose sans qu'elle me perçoive. Dans le toucher, je ne peux pas toucher quelque chose sans que la chose me touche. C'est plus simple, évidemment, si on parle de quelqu'un. Je ne peux pas toucher quelqu'un sans qu'il me sente. Mais dans la vision, ce qui va caractériser la vision, la distalité, la vision de quelque chose bien à la distance, bien séparé, ça va être que je puisse le percevoir sans qu'il me perçoive. Et si on examine les choses, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi que j'arrive à comprendre que je puisse être perçu sans percevoir. Qu'on me regarde de côté. Parce que sinon, si je continue à être dans un rapport au monde simplement suivant des règles tout seul, sensorimotrices, que le monde me frotte aux yeux, comme je disais tout à l'heure, eh bien, je peux être comme un autiste. Et c'est peut-être une des façons de caractériser l'autisme, le défaut de la perception propre à l'autisme, qui fait que je comprends pas ce qui me sépare des choses. Et donc, et ça va en même temps que je ne comprends pas autrui, je ne comprends pas son intentionnalité. Mais là-dedans, il y a un grand débat sur les questions de cause et d'effet, sur les principes explicatifs de l'autisme. Mais bon, moi j'ai été frappé parce que c'était horrible, parce que j'étais arrivé à là de mes réflexions en me disant, finalement les autistes, voilà, ils ne construisent pas cette distance et cette structure spatiale. Enfin, les autistes, ça ne veut rien dire, il faut dire les personnes présentant un trouble autistique, sachant que c'est extrêmement divers. Mais enfin, résultat, on me raconte le témoignage d'un gamin qui s'est tellement tapé seul la tête contre le mur qu'il avait perdu la vue par décollement de la rétine. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'auto-détruire sa vue. Bon. Donc, en tout cas, il y a quelque chose, à mon avis, qui se joue dans la relation à autrui qui peut m'apprendre, qui peut m'apprendre que je puisse être vu sans voir ou voir sans être vu, qui puisse donc m'apprendre la séparation.
et m'ouvrir un espace dans lequel je suis libre. J'ai fait toutes sortes d'expériences sur le croisement perceptif. Le croisement perceptif, c'est le croisement de regard ou la caresse. Enfin, c'est des situations où deux activités perceptives de même genre s'accrochent l'une l'autre. On sait bien que dans le croisement de regard, il y a une force qui nous saisit et qui accroche les deux dynamiques perceptives. De même dans une caresse, de même dans un dialogue. Et donc j'ai fait des expériences là-dessus, c'était très amusant et tout. Mais en fait, ce dont je m'aperçois, et c'est sur quoi je travaille en ce moment, c'est que c'est intéressant de travailler non pas sur le croisement perceptif, et comme on se regarderait dans les yeux pendant des plombes, et ça finit par devenir très ballot, quoi, et pas du tout intéressant. Eh bien, c'est l'esquive, c'est les bords. C'est pas ne pas se regarder et là fuir le regard ou le chercher, mais c'est bel et bien dans une alternance et dans quelque chose qui est assez fin, qui est sur ce que j'appelle les bords du croisement perceptif. Alors, dans des conditions expérimentales bien particulières, on peut définir très précisément ces bords-là, c'est-à-dire les conditions où je suis encore en mode tactile, c'est-à-dire je ne peux pas percevoir sans être perçu. Si je perçois, je suis forcément perçu. Ça, c'est le truc, quand j'ai vu les yeux de quelqu'un, paf, trop tard, il a vu que je l'ai vu. Et c'est l'histoire du croisement de regard. Et là, je suis coincé. Je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu l'autre. J'ai bien vu qu'il m'avait vu. Et, voilà. Et puis, des situations où on peut voir sans être vu, mais aussi qu'on pourrait se voir mutuellement. Et des situations où on ne peut pas se voir mutuellement, on peut se voir que de façon... Enfin, si je vois l'autre, alors il ne me voit pas, et s'il me voit, alors je ne le vois pas. Si je le vois, alors il ne me voit pas, ou s'il me voit, alors je ne le vois pas. Ça, c'est hors croisement perceptif, et j'étudie le continuum, si on veut. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, c'est ce que j'appelle les bords du croisement perceptif.